Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, mon invitée est Julie Bradet. Julie vient nous parler du Festival de films de Knowlton. C'est l'organisatrice en chef. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va très occupé dans l'organisation justement du Festival du film de Knowlton. Bien sûr, un festival qui a lieu dans le mois d'août, n'est-ce pas? Oui, la 3e d'août. 3e d'août, 6 jours. 6 jours cette année, plutôt que 9. L'année passée, on durait, c'était un petit peu plus long. Cette année, on ramène ça un peu plus serré. 6 jours en intensité avec beaucoup d'événements. Des projections, mais aussi des événements un peu partout dans le village. On va avoir l'occasion d'en parler plus longuement. Mais Julie, j'aime ça faire ta connaissance. On se connaît pas beaucoup. Et dis-moi, comment t'es venue à passer tant de temps à Knowlton? Ah là là, ben... Je dirais que ça commence avec la pandémie, comme beaucoup de gens. Là. Ça commence avec la pandémie, mais le festival, ça commence à la fin de la pandémie par une très belle rencontre avec Michelle Bazin, qui était l'organisatrice et la fondatrice du Festival du film de Knowlton, qui est en fait aussi la deuxième mouture de ce festival. Donc, il y a eu dans les années 2010, 2011, 2012, une première version, un premier volet ou une première expérience cinéma à Knowlton. Oui, parce que c'est pas facile à tenir un festival de films, les événements en région, là, ça prend beaucoup de persévérance, ça commence sur des bases bénévoles, puis après ça, il faut commencer à le financer, puis bon, c'est pas facile. Ce festival s'appelait le Festival des films des Cantons de l'Est, le Festival du film des Cantons de l'Est, alors qui est disparu malheureusement. Michel, avec sa bande, ont reparti une nouvelle initiative cinéma, Festival de cinéma à Knowlton en 2018. D'accord. Donc, moi, je suis arrivée dans le décor en 2022 et c'est Michelle Bazin c'est cette belle rencontre-là qui a fait que je suis aussi investie aujourd'hui dans le festival. Ça, c'est devenu my job. Oui, tu me disais tout à l'heure que tu passes du temps à Montréal, tu passes du temps à Knowlton. Ouais. L'été, de plus en plus autour surtout du festival. Et puis, je me demandais, est-ce que tu as l'intention que Knowlton devienne temps plein bientôt? Ben, à voir. En tout cas, Knowlton est avec moi en tout temps, à tous les jours, que je parle de l'endroit, de la communauté. Je fais ça. Mais puis ton parcours pour organiser quand même un festival comme ça qui est très hands-on, puis qui est très exigeant, qui a besoin de beaucoup de préparation. Tu me disais que ça a commencé pour toi sur Montréal, que tu as souvent participé dans des choses collectives, communautaires, dans ton quartier. Alors, c'est comme une extension de cette communauté-là qui te fait vibrer ici quand tu es ici. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, premièrement, je viens d'une autre petite communauté, très loin, très francophone, Chicoutimi, mais qui ressemble, je trouve, quand même dans son énergie, dans son goût, dans la présence d'activités culturelle, communautaire, très vibrante, très animée. Donc, il y a des communautés de gens qui se réunissent autour de toutes sortes d'événements. C'est vraiment une communauté d'adoption. Ton parcours sur la programmation, cette préparation-là, est-ce que tu as étudié en cinéma? C'est quoi ton background? Ouais, non, j'ai étudié en anthropologie, donc j'ai des longues études en anthropologie. Je suis ethnologue, donc aussi l'intérêt pour les communautés vient de la communauté, ce lieu-là où les gens se rassemblent autour de valeurs communes, disons ça, autour d'un désir de partager. Donc, c'est présent dans ma vie depuis toujours et ça a pris toutes sortes de formes, dont l'anthropologie, l'organisation d'événements communautaires et le cinéma, pour moi, c'est comme une sorte de lieu de rassemblement aussi. C'est facile pour nous de regarder des films, même si on a perdu un peu l'habitude de les voir sur grand écran. On les regarde ensemble. C'est un phénomène collectif, le cinéma, qui va rejoindre les sensibilités de tous. Oui, c'est un art très accessible, très démocratique, toujours. D'ailleurs, au festival, on présente aussi des films en plein air pour tous. On a vraiment ce souci. Oui, et quand tu parles de collectivité, c'est au sens de l'émotion, de vibrer l'humanité. Oui, ensemble. Exactement. C'est ça, ensemble. Oui. Donc, c'est à la fois la projection d'un film, c'est à la fois la possibilité de se rassembler en petite communauté, puis d'avoir cet objet-là comme objet de partage, hein? Donc parce que c'est pas tout le monde peut écouter un film puis l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est
Mais c'est aussi, le film est aussi porteur de valeurs communes, En effet. d'une réflexion sur l'être humain. Oui. Donc, c'est ça le lien qui m'amène vers le cinéma. Donc, je ne suis pas une spécialiste du cinéma. C'est avec mon regard de bon public, Oui. cultivé, mais de public qui aime le cinéma, que je suis arrivée vers ça. C'est aussi à travers mon conjoint, Oui. qui est réalisateur. Donc, j'avais déjà un pied dans ce milieu-là. Quand lui a commencé à réaliser des films, je suis aussi tombée en amour avec le milieu du cinéma, avec les gens qui font le cinéma. Oui. Donc, avant, j'étais juste un bon public, mais là, je suis devenue aussi quelqu'un qui voulait défendre cette forme d'art-là et les gens derrière qui l'alimentent, Oui. qui le créent dans des aventures très inspirantes. Alors, ça ressemble à quoi préparer la programmation pour le cinéma? Puis là, je vais prendre un peu plus de place. Je voulais dire, autour de quelles valeurs tu veux réunir les gens, les réunir à Knowlton? Puis ensuite, comment tu fais une démarche vers choisir des titres et des lieux? Ouais. Puis tout ça, là, j'aimerais ça le sentir. Ouais. Alors, tu me disais donc... Ben, écoute, d'abord, le festival, c'est un festival bilingue. Mhm. Moi, j'ai pas un background si bilingue que ça, mais je vis la moitié de ma vie en anglais. J'écoute beaucoup de films, évidemment. Le cinéma international en particulier est traduit en général en premier en anglais. Mhm. Dans ma recherche, j'essaie d'aller autant du côté des États-Unis, Oui. du cinéma indépendant américain. Donc, il y a un festival que je suis beaucoup, qui est le festival de Sundance, qui est vraiment un super festival intéressant parce que cinéma indépendant. Et aussi tout ce qui se passe en Europe. Donc, dans notre programmation, moi, j'ai une attention très prégnante pour être capable d'aller chercher autant de films en anglais qu'en français. Si on prend Sundance, par exemple, est-ce que tu suis ce qui se passe là-bas, puis tu te fais l'objectif d'aller chercher les films que tu as préférés, qui ont passé une certaine année, pour ensuite les rapatrier vers nous? Oui, justement. Alors, cette année, j'ai vu les films en virtuel. Donc, c'était possible d'acheter une passe. Donc, je me suis pas rendue à Sundance, là. J'ai vu les films en virtuel. Donc, tous les programmateurs de festivals, de plus petits festivals de films font ça, jettent des passes virtuelles, ont accès. Et donc, j'ai vu, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de films en rafale pendant le temps où durait l'accès. Hormis de les adorer, là, de tomber en amour avec des petits bijoux, est-ce que tu gardes en tête les valeurs que tu perçois dans notre communauté pour faire ton choix final? Parfois, ça m'arrive très souvent. Comme par exemple, il y a un film de Sundance que, bon, là, malheureusement, il est sorti au Canada, puis là, j'étais plus sûre de le prendre, mais c'est un film qui porte sur... C'est très difficile de choisir. Mais c'est un film qui porte sur un groupe de théâtre amateur dans une petite communauté. Donc là, ça, c'était... On en fera un nous-mêmes, signé Knowlton. C'est ça, parce que, tu sais, on est partenaire avec les Knowlton Players. C'est un partenariat qu'on a depuis le début. Moi, souvent, quand je parle de Knowlton, je parle de ça, qu'il y a des gens qui travaillent à quincaillerie, qui sont des gens, tu sais, qui ont vraiment des day jobs, mais qui le soir se réunissent pour créer des pièces de théâtre, pour y jouer, monter le décor. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur la communauté. J'essaie toujours parfois de trouver des accords entre certains groupes puis des films, mais d'autres fois, c'est juste que le film, je sais que ça va parler plus généralement à tous. Donc, en ayant des choix qui sont pas non plus des choix de cinéphiles pointus, mais plus des bons films d'auteurs avec des bons scénarios qui ont... Voilà. On a parlé, je pense, hier, puis on disait que tu as quand même quelques volets. Un volet musique, un volet communautaire ou enfant ou famille. Ça, on pourrait dire ça, oui. Veux-tu m'en parler? Oui, c'est ça. Alors, depuis 2022, on organise une série de projections événements au Thirsty Boot. Donc ça, c'est un super partenaire pour nous. C'est très intéressant parce que ça nous permet de développer peu à peu une orientation musicale au festival. Donc, de présenter soit des films qui portent sur un groupe, un musicien, un band. Aurais-tu un titre, là? Mettons que quelqu'un nous écoute puis il dit « Ah oui, moi, j'aimerais ça! » Alors, One to One, John and Yoko. Donc, un super film de l'année, justement de Sundance et Telluride, qui est un autre gros festival états-unien. Oui. Le film est sorti seulement un petit peu à Montréal, pas longtemps, à l'hiver, donc ça va être
pratiquement la deuxième fois qu'il est présenté en salle. Donc, il va être accessible éventuellement sur les plateformes, mais il n'y est pas encore. Oui. C'est un super film qui va être accompagné d'un band de Wicker Man. J'espère que je ne massacre pas leur nom, c'est ça? Yvan qui s'occupe du son pour nous, est en studio actuellement, puis c'est un musicien accompli. Il a son propre band. Puis, il rassure Julie que oui, c'est Wicker Man. Excellent. Alors, on les a, moi, j'ai très hâte de les découvrir. Donc, ça, c'est un des événements qu'on organise au Thirsty Boat. On a un autre événement le lendemain avec Will Allen. For those who know him, il s'est créé un peu un band de garage pour l'occasion autour d'un film sur Bruce Springsteen. Donc, on a un super bon documentaire sur Bruce Springsteen. Le lendemain... Fait que si on parle du band, la thématique Bruce Springsteen, est-ce que le band va jouer des succès de Bruce Springsteen? Oui, c'est ça. On crée vraiment des accords entre le sujet du film puis le groupe musical. Et ça, c'est vraiment Carrie Aber du Thirsty Boat qui m'aide avec ça. C'est elle qui fait toute la programmation musicale. Moi, je lui arrive avec des idées de films puis elle dit « OK, oui, je connais tel band que je pourrais jouer dedans. Qui pourrait accompagner le film. » Donc, ça fait des événements qui sont très festifs et c'est une très belle collaboration. Je suis vraiment contente. Puis eux sont un peu dans un élan de développement. Ils sont un peu dans la même énergie que nous. C'est très dynamique. En fait, ça devient quasiment 3D parce qu'un film, on voit quelque chose on s'entend que c'est filmé dans du 3D, mais ça fait un peu 2D. Là. T'es assis, t'es sujet au film. Exactement. Puis là, on voit une synergie où ça devient très dynamique, où on implique le public. Tout à fait. Puis on implique aussi des artistes de la communauté. C'est ça. Alors, les bands sont pour la plupart des gens de la communauté. Donc, une belle programmation. On a un 4e événement aussi dont j'ai pas parlé, avec Jeff Buckley, un musicien là, qui est décédé tragiquement à la fin des années 80-90, et qui va être accompagné d'un musicien, donc suivi d'une prestation musicale d'un musicien qui n'est pas de la région, mais qui est extraordinaire, qui s'appelle Murray Lightburn. C'est un des membres fondateurs de The Deers. C'est tout un musicien, donc un autre événement qui va être vraiment... Donc, on a musique, on a aussi des événements dînatoires? Oui, ça vient tout juste d'être décidé. On va inviter aussi les gens à profiter des lieux en formule 5 à 7. Thirsty Boat, disons, un beau menu, donc une belle cuisine. C'est un lieu très, très convivial. Donc, tous ces événements-là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on invite les gens à se réunir pour aussi luncher, souper au Thirsty Boat. Tous les dîners, les périodes de dîner, de lunch au théâtre, on accueille aussi les gens avec la possibilité de dîner sur place lors d'événements comme des conférences, des classes de maître. Donc, on a 4 événements, conférences, classes de maître qu'on a nommés Ciné-Dîner Rencontres qui ont lieu de midi à 13h30 tous les jours du festival. Donc, entre la projection du matin et la projection de l'après-midi sur différentes thématiques qui se rapportent à notre programmation. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! Alors, je suis curieuse de savoir, est-ce que tous les projections et les événements, on doit se procurer des billets? Puis où est-ce qu'on se les procure? Oui, alors la meilleure façon, c'est sur notre site web. D'ailleurs, les passeports qui donnent accès à l'ensemble de la programmation, à l'exception de notre ouverture, sont en vente à 100$ jusqu'au 17 juillet. Donc, je vous invite à vous procurer votre passeport le plus rapidement possible. Puis après, ça va être en vente à 150$, toujours via notre site web. Puis le site web, c'est ffkff.ca. C'est ça. Alors, il y a plusieurs événements, comme par exemple, si on veut faire l'événement dînatoire, on doit se procurer un billet pour ça. On n'arrive pas sur le vif, là. Est-ce qu'il y en a, par contre, où on peut arriver? On peut arriver sur le vif à chaque fois, là. Donc, il y a aussi une billetterie sur place au théâtre. Donc, si vous voulez décider de venir voir un film dernière minute, il y aura de la place probablement. Bon, c'est sûr que c'est certaines projections, certains films qui vont se remplir plus rapidement, mais la plupart, vous pouvez vous rendre sur place. On a notre billetterie. On va installer aussi une billetterie dans le parc Colebrook tout la fin du mois de juillet-août, à côté du kiosque touristique. Donc, pour ceux qui se demandent s'il va faire beau, pas beau, c'est quoi les plans de soirée, si
ces dernières secondes, on a quand même accès à tous ces événements-là. Certainement. C'est ça, c'est du cinéma. Donc, le cinéma, c'est des billets qui sont pas très chers non plus. 10 $ pendant le jour, 15 $ le soir. Mm-hmm. C'est accessible à la dernière minute. Évidemment, on vous invite à ne pas être dernière minute. Mais s'il fallait, vous êtes les bienvenus, sans problème. Il y a des activités qui sont gratuites, hein? Oui, il y en a. Alors, on a une grosse programmation au parc, une dizaine de films qui sont présentés gratuitement au parc, dont des titres de l'année. J'en nomme un. Alors, on va présenter Beetlejuice, qui est un film de l'année, très le fun. Il y a un concours déguisé qui s'accompagne avec un prix à la manière de Tim Burton. Ouais. Alors, c'est le mercredi soir. Il y a aussi le mercredi, dans le parc Oldbrook, comme vous le savez, il y a les food trucks. Alors, ça va être une super soirée. On va espérer vraiment qu'il fasse beau. Attends, ces food trucks-là, ils sont pris de quel lieu? Ils sont là toujours, tous les mercredis de cet été. C'est la ville de Lac-Brome qui propose les food trucks à tous les mercredis. Donc, ils sont là aussi le mercredi de la projection de Beetlejuice. Mais sinon, je vous invite à voir notre programmation gratuite. Wild Robot, donc des films vraiment pour tous, pour la famille, mais qu'on a eu autant de voir. Pratique. Ouais. À quelle heure ça peut commencer un film avec la lumière qui... Oui, bien, c'est ça. Alors, on a un écran LED dans le parc. Donc, on a 2 projections le soir. Une qui commence autour de 7h, l'autre qui commence autour de 8h30, parce qu'on peut se permettre des projections un peu plus tôt avec ce type d'écran qui nous permet aussi de donner de la visibilité à nos commanditaires. À noter, 7h et 8h30, donc déjà 15 minutes à l'avance. Si c'était dernière seconde, on pourrait avoir un... Bien, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, on invite les gens... S'installer, on apporte une couverture. Oui, parfois il fait très beau, hein, le 19 au 24 août. Parfois, c'est extraordinaire, donc on va souhaiter ça. D'ailleurs, au Thirsty Boot, on va aussi essayer de faire les projections en extérieur s'il fait beau. Sinon, elles ont lieu à l'intérieur du bar. Est-ce que tu fais parfois des liens entre les histoires, les films, l'humain? Est-ce que ça te permet, en tant qu'anthropologue, de remplir des bouts de l'histoire qui sont dans le non-dit? Est-ce que c'est ça qui allume, qui fane ta passion? Oui. Je dirais que c'est exactement ça. Je bien résumé, non, mais c'est exactement ça. Moi, je crois que en tant que société ou en tant que culture, on a des récits, puis parfois, ces récits-là sont moins drôles, nous aident pas à vivre ensemble. Ce sont des histoires qu'on se raconte collectivement qui sont néfastes, justement, pour le vivre ensemble, pour la communauté. Donc, quand je choisis les films, je suis sensible à ça. Est-ce que le film, à la fin, nous amène vers une réflexion qui nous permet de déjouer certains de nos préjugés, certaines des histoires qu'on se raconte collectivement, puis qui, au lieu de nous rapprocher, nous éloignent. Alors, le cinéma comme une sorte d'antidote, certains films en tout cas, des œuvres profondes qui nous permettent de voir la complexité des rapports humains, différentes perspectives, pas juste une perspective très campée. Voici la vérité. Ouais. C'est que ça peut offrir des esprits et des cœurs. Oui, c'est ça. Donc, le cinéma comme ouverture des cœurs, je dirais. Des esprits, oui, mais des cœurs. Parce que c'est pas le cinéma, justement, c'est pas un livre, c'est pas un discours académique, c'est pas... c'est quelque chose de plus. C'est pour ça aussi que je suis allée à la fin de mes études en anthropologie. Autant l'anthropologie est quand même quelque chose de super humain. C'est vraiment super. Puis même la démarche est beaucoup moins savante que la démarche de d'autres chercheurs. Je trouve tellement en anthropologie qu'on fait un lien entre les influences plus basiques. Il y a la communauté, il y a le collectif, il y a la géographie, il y a les enseignements, il y a l'héritage. On dirait qu'il y a plein de choses beaucoup plus subtiles qui ont un impact direct sur l'humain. Et souvent, parce que c'est peut-être plus éthérique et plus disparate, dans notre vie de tous les jours, on pense que ça n'a pas un impact majestueux sur l'humain, tandis que l'anthropologie me semble tenir tous ces éléments-là pour en faire un tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est une discipline qui est très, très généraliste, vraiment. Moi, je suis très heureuse d'avoir étudié en anthropologie. Parfois, je me dis, j'aurais aimé aussi étudier en cinéma. Mais je me sens pas très loin de ces études-là. Parce que la personne qui a le talent de développer des personnages pour tenir une histoire dans un court laps et qui pourrait comme on dit en anglais, s'étendre sur même des décennies,
ça prend le talent du subtil. Ben, c'est ça. Alors, c'est comme l'anthropologie. Ouais, là, je vais vous parler d'un réalisateur qui vient juste de confirmer qu'il allait être présent et je suis très heureuse de ça. C'est Matthew Rankings. Il vient de Winnipeg. Son film Une langue universelle a gagné tous les prix de réalisation cette année. Il a été dans la course aux Oscars aussi. Il s'est rendu presque à la fin, là, donc il était à la limite d'être choisi dans les 5. Il était dans les 15 derniers finalistes. Mais lui, c'est tout un observateur des êtres humains. En plus d'être un grand créateur, d'avoir créé un univers esthétique extraordinaire, complètement immersif, cohérent et très extravagant aussi, très original, tout en étant capable de dépeindre des personnages qui ont beaucoup de profondeur, des interactions aussi entre les personnages qui sont pleines de petites subtilités, de clés d'interprétation pour nos propres relations humaines. Donc, à la fin de ce film-là, on se sent... j'ai été transportée dans un imaginaire, mais ça m'a aussi permis... De me recalquer sur moi-même. C'est ça, d'avoir eu accès à un regard sur les relations humaines, peut-être qui, moi, enrichit ma propre perspective, aussi sur les relations que j'entretiens avec les autres. Donc, et de façon, dans le plaisir, tu sais, pas de façon, OK, réfléchissons là-dessus. Non, on rit plein. Oui. C'est ça qui est le fun du cinéma, c'est que ça nous en dit long sur l'expérience humaine, mais de façon agréable. C'est bien packagé. Ça a tellement l'air d'être un beau film. En fait, ce que tu racontes me fait penser, Claude Lelouch a toujours dit que pour être universel, il faut être profondément personnel. Parce que la race humaine... On se rejoint tous sur des bases assez simples. C'est ça. Mais puis, si on parle à ça, on se connecte. Mais justement, le titre aussi est extraordinaire parce que c'est ça, c'est justement une langue universelle. Donc, c'est drôle que tu me fais penser à ça, mais effectivement, ce film-là incarne bien ce que j'ai voulu exprimer là, dans mes autres propos, là, de trouver des lieux communs, de trouver justement ce qui est dans nos expériences très singulières qui rejoignent toute l'humanité, universellement. Donc, c'est le cas d'une langue universelle qui porte très bien son titre. Et puis, tu nous parles de beaux films. Donc, on a quelqu'un qui vient du Manitoba, tu disais? Oui, francophone. Oui, alors c'est un super invité, Matthew Ranking. Tu sais, sans plus, il y a comme une espèce de réflexion sur la Fédération canadienne très funky. Vous allez voir qui est vraiment puis on est dans une crise. On est un peu dans une crise de Fédération canadienne. Mais là, lui, il t'amène ça dans un espace qui est très loufoque et qui fait du bien. En tout cas, moi, j'allais voir. Mais c'est pas ça le sujet principal de son film, mais c'est présent. Donc, on se voyage un petit peu. On est comme... à Winnipeg, mais en même temps, on est un peu au Québec. On est dans les deux, dans cet univers-là. Mais bon, le film aussi, c'est ça qui est comique, c'est perse. Donc, tout l'univers canadien est traduit en perse. Donc, on voit Tim Horton, par exemple, l'affiche traduit en perse. Et ça me fait penser à une histoire. C'est très drôle. Mais on retrouve, tu sais, c'est ça. C'est une réflexion sur la culture canadienne aussi, québécoise, canadienne. Là, on sent des liens très profonds, comme par exemple, à un moment donné, en tout cas, là, je ne vais pas tout vous raconter le film, mais non, j'aurais envie... Là, moi, je vais y aller avec quelque chose de très loufoque, qui va peut-être même pas être très, très drôle pour tout le monde, mais j'ai un ami qui avait voyagé vers Mont-Laurier, dans le nord du passé Tremblant et tout ça, puis il cherchait un lieu, il nous avait raconté l'histoire, puis on lui avait dit, tu vas jusqu'au Petit Mouton, mais c'était Petit Mouton, puis tu tournes à gauche, puis le Petit Mouton, il cherchait le Petit Mouton, fait que ça nous a fait beaucoup rire. Ouais, donc, tu sais, d'aller chercher des références comme ça. En tout cas, c'est ça, c'est un des films qui est mon coup de cœur, là, puis c'est un film qui a déjà été présenté sur les plateformes, qu'on a peut-être pu voir déjà à Cowansville, mais j'ai senti que ce film-là, on devait le représenter dans un contexte de festival, donner la possibilité aux festivaliers de le rencontrer. C'est aussi quelqu'un qui incarne bien le bilinguisme. Donc, il est vraiment dans les deux cultures. C'est tellement un lieu... Nolton, je dis Nolton, mais je pense Cowansville, je pense toute l'Estrie, quasiment. C'est un endroit où on peut parler français et anglais, puis il n'y a pas un préjugé qui nous attrape par la bande. C'est vraiment un endroit où j'ai toujours l'impression que les valeurs dépassent la langue. Puis c'est un lieu où, quand les gens
s'y retrouvent, s'ils choisissent ce lieu, c'est vraiment pour les valeurs. Ouais. C'est unique au Québec. Ouais, c'est unique. Tu sais, moi, je viens vraiment d'un background très francophone. Tu sais, j'écoutais pas la télévision en anglais quand j'étais enfant. Mes parents, c'est toujours en français. Puis à un moment donné, bon, j'ai rencontré mon conjoint qui était un peu plus aussi du côté anglophone, mais peu importe, tout le long de tout ce temps, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, on allait dans le Maine. Puis on passait par ici, puis les souvenirs de la côte est américaine sont tellement forts, tellement beaux aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui se retrouvent tellement bien dans les cantons de l'Est parce qu'on a ce lien-là avec la côte est américaine, qui est très proche, même culturellement, c'est très proche. Puis, les Québécois s'y retrouvent. On est très... on se ressemble beaucoup plus, outre la langue, tu sais. Oui. Puis la nature c'est un lieu de beauté ici, magnifique. c'est un lieu de beauté aussi. Il y a tellement eu un souci de préservation de l'héritage architectural. Je pense que c'est notre devoir de s'assurer de le conserver. Oui. Autant la nature, puis l'esthétisme, les valeurs. Tout à fait. La communauté, il faut s'investir. Je regarde le temps passer, puis on est bientôt sur la fin. Je veux juste rappeler aux auditeurs, tu veux leur dire qu'on peut aller au site internet ffkff.ca pour acheter les billets ou regarder la programmation, commencer à fureter, voir ce qui se passe, pour prendre une place devant ces magnifiques projections au mois d'août. Merci infiniment pour cette entrevue. Julie, ça m'a tellement fait plaisir. Yvan, merci pour la leçon. Merci. Cette chanson Catchy Positive Upbeat Pop par Fred Bound de Free Music Archive est licenciée CC BY.